Voilà, nous arrivons au moment de la dernière intervention de cette université d'été. Nous allons entendre l'intervention d'Étienne Michel, directeur général du CEGEC, qui va nous parler de la citoyenneté comme projet d'école. Okay, parfait. Voilà, on ne pouvait pas terminer cette journée consacrée au vivre ensemble sans évoquer une question assez précise qui est comment développer l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté dans l'enseignement catholique. Alors je vais le faire en 3 points, en évoquant d'abord au fond ce qu'il y a de plus important, c'est de continuer à développer une vision intégrée de la citoyenneté dans les écoles et dans leurs projets éducatifs. Le deuxième point que j'évoquerai, c'est la mise en œuvre de ce fameux référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté dont vous avez certainement déjà entendu parler. Je ferai une sorte d'arrêt sur image pour évoquer le débat qui a entouré ce sujet. Il y a un décret récent qui a établi la nécessité de développer un référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, et la mise en œuvre de ce référentiel va se faire selon des modalités différentes dans l'enseignement catholique et dans l'enseignement officiel. Je vais essayer d'éclairer votre lanterne sur ce sujet. Troisième point, c'est évoquer la manière dont ce référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté sera décliné, comment les compétences de ce référentiel seront déclinées dans l'enseignement catholique au sein des différents programmes existants, et je le ferai à partir d'un exemple qui est celui de l'enseignement fondamental. L'enseignement secondaire viendra un peu plus loin. Alors nous sommes dans le contexte d'une université d'été. C'est, je dirais, utile aussi d'essayer de vous indiquer que toutes les réflexions que nous menons au CEGEC, nous essayons de le faire en nous adossant à un certain nombre d'œuvres, de travaux, de réflexions, de références. Et donc, de temps en temps, dans mon intervention, je vais vous présenter un document ou un livre qui nous aide, espérons-nous, à voir clair. Donc voilà, donc une vision intégrée de la citoyenneté dans les écoles et leurs projets éducatifs. Je voudrais que vous reteniez surtout une chose, c'est qu'au fond, la citoyenneté, si on en a beaucoup parlé ces dernières années, c'est loin d'être un concept récent dans nos projets éducatifs et dans la législation de référence en matière d'enseignement. Alors j'ai pris ici un certain nombre de documents qui évoquent déjà ces sujets de manière très appuyée. Le fameux décret mission qui date de 1997, je vous ferai un petit extrait. Mission de l'école chrétienne, dont la première rédaction date de 1995, une réédition en 2004, une nouvelle réédition en 2014, après les 2 congrès que nous avons tenus en 2002 et en 2012. La dernière puce, c'est le référentiel interréseau d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Ça, c'est la nouveauté dans le processus. Alors, il y a une petite puce référée au projet d'établissement. C'est intéressant de se rappeler que chaque établissement a développé un projet qui lui est propre et souvent avec des accents particuliers en termes de citoyenneté. Telle école qui va s'intéresser, par exemple, à la conscientisation en termes de développement durable, une autre qui va avoir des préoccupations particulières pour le tiers-monde, d'autres encore des préoccupations pour des publics spécifiques, etc. Alors, je vais rapidement comparer les grandes orientations de ces différents textes. D'abord, pour vous montrer une chose, c'est qu'il y a en réalité une grande continuité, tant dans le langage utilisé que dans les intentions. Et puis, je vais aussi essayer d'identifier quelques éléments d'évolution et de rupture. Alors, le décret mission, petit rappel rapide, et je n'irai pas plus loin que ça. Il y avait 4 grands objectifs dans ce décret mission. Le premier, c'est promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves. Amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle. La dernière, assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. Et l'avant-dernier objectif, préparer tous les élèves, écoutez bien, à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. Vous allez évidemment tout de suite découvrir à quel point
ces 4 grands objectifs continuent à irriguer la réflexion, en particulier celle qui a eu lieu en 2016. Alors, une référence de mission de l'école chrétienne, voilà, je brandis mon premier document, je ne sais pas si on sait le voir, donc c'est la dernière édition du texte mission de l'école chrétienne, et je vais vous citer simplement un passage de ce document. Une référence n'est vivante que si elle est mise en jeu et pratique dans la vie réelle de l'école. Je cite ici un petit texte que Jean Democ a rédigé, que nous avons incorporé dans la dernière édition de Mission de l'école chrétienne. La référence chrétienne a prouvé, depuis 2 millénaires, son pouvoir d'inspiration. 4 orientations semblent cruciales. L'excellence des études, le primat de la personne, la rencontre de l'altérité, l'option pour les pauvres. Je pense que ça n'appelle pas beaucoup de commentaires, et vous voyez à quel point ces références consonnent avec les ambitions du décret mission. Alors, dernier document de référence sur la citoyenneté, c'est ce qui vient d'être approuvé il y a quelques semaines, quelques mois. Ce sont les socles de compétences en matière d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Ce travail s'est passé dans un excellent climat. Donc il n'y a pas eu une énorme difficulté avec le monde laïque pour s'accorder sur la manière d'écrire ce référentiel interréseau d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. C'est en soi, je dirais, une bonne nouvelle pour notre vivre ensemble en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors il y a 4 grands axes dans ce document. Le premier, c'est construire une pensée autonome et critique. Ensuite, c'est se connaître soi-même pour s'ouvrir à l'autre. Troisième axe, construire la citoyenneté dans l'égalité en droit et en dignité. Et quatrième axe, s'engager dans la vie sociale et l'espace démocratique. Je pense que vous percevez que ces grands axes sont très proches et fidèles aux orientations du décret mission. D'une certaine manière, rien n'est radicalement neuf et tout est aussi important. La vraie différence, c'est au fond le développement, la déclinaison de ces grands objectifs en des compétences plus détaillées dans un référentiel ad hoc. C'est ça la grande nouveauté. Toute la question sera de savoir, mais comment les différentes écoles, en particulier comment les différentes écoles en référence à leur projet pédagogique, vont-elles mettre en œuvre ce référentiel de compétences. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut évidemment partir du résultat des discussions politiques qui ont eu lieu et des décisions qui ont été prises par l'autorité publique. Donc, je veux dire, il y a 2 grands schémas de mise en œuvre de ce référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Un schéma de mise en œuvre pour l'enseignement officiel et pour l'enseignement libre confessionnel. Un cours proprement dit d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté sera organisé en substitution d'1 ou 2 heures de religion ou de morale. Donc vous savez que l'enseignement officiel est tenu d'organiser, de proposer des cours pour les différentes religions reconnues et un cours de morale. Dans l'enseignement catholique, nous allons continuer à développer un double mouvement. Tout d'abord, je l'ai évoqué, une vision intégrée de la citoyenneté et par ailleurs une déclinaison des compétences spécifiques d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté dans les différents programmes de cours. Alors, les délais, ils sont les mêmes pour tout le monde. Le décret a prévu qu'à partir du mois de septembre 2016, l'ensemble de ces compétences d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté devraient être mises en œuvre pour l'ensemble de l'enseignement fondamental. Et à partir de septembre 2017, c'est l'enseignement secondaire qui va suivre. Alors, la pointe du débat, ou plutôt les termes du débat sur ce sujet. Parce que vous vous demandez peut-être, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on a 2 régimes différents, l'un pour l'enseignement officiel et l'autre pour
l'enseignement catholique. Alors, premier élément, vous l'avez vu, j'ai eu à cœur de le rappeler, depuis plus de 20 ans, l'éducation à la citoyenneté était considérée comme une mission générale de l'école, une préoccupation transversale à rencontrer au sein des différents cours et activités scolaires. La fameuse notion, par exemple, de projet d'établissement, elle est également reprise dans le décret mission. La question qui s'est posée plus récemment est la suivante, c'est est-ce que la citoyenneté peut devenir une discipline scolaire comme une autre? Peut-on enseigner la citoyenneté comme on enseigne la chimie, les mathématiques ou la physique? La citoyenneté peut-elle s'enseigner pour elle-même ou doit-elle toujours s'adosser à d'autres savoirs? Alors, la réflexion est un peu subtile. Nous avons tendance à penser que tant qu'il s'agit de citoyenneté, c'est la deuxième hypothèse qu'il faut retenir. Donc, enseigner la citoyenneté de manière abstraite, sans l'adosser à d'autres savoirs, ça ne nous paraît pas d'une très très grande pertinence. La possibilité de faire ça ne nous paraît pas si évidente. Lorsqu'on parle d'éducation à la philosophie, là les choses deviennent un petit peu différentes. Et vous avez entendu Jean Demeunk ce matin qui a évoqué cette question en disant mais au fond, pour la fin de l'enseignement secondaire, il y a peut-être une réflexion à mener sur la systématisation d'un certain nombre d'apprentissages en matière philosophique. Alors, la pointe du débat entre l'enseignement catholique et l'enseignement officiel se situe évidemment du côté des cours de religion. Pourquoi y aura-t-il une heure de religion en moins d'un côté et pas de l'autre? La pointe du débat se situe donc de ce côté-là, et la question fondamentale, au fond, est de savoir comment articuler référence religieuse et citoyenneté. Première hypothèse, c'est l'hypothèse retenue dans le monde laïque, citoyenneté et référence religieuse doivent être dissociées. Donc, deux grandes manières d'articuler référence religieuse et citoyenneté. Dans la tradition laïque, surtout près d'une laïcité un peu militante, l'idée que ces deux références peuvent se conjuguer n'est pas spontanément acceptée. Donc, dans cette tradition laïque, référence religieuse et citoyenneté ne sont pas vraiment compatibles. Dans certains cas, les références religieuses sont même considérées comme inconciliables avec l'idée de citoyenneté. Pour certains, je ne veux vraiment pas généraliser, mais pour certains qui sont les plus militants, les plus tenants d'une laïcité stricte, la religion est même parfois désignée comme le contraire de la citoyenneté. Dans la tradition chrétienne, on a une approche évidemment inverse de cette relation entre citoyenneté et référence religieuse. Nous avons la conviction, dans notre tradition, que les références religieuses et la citoyenneté peuvent se conjuguer et qu'elles se conjuguent assez naturellement. Celles-ci, c'est-à-dire les références religieuses, peuvent même être une ressource constituée, une ressource pour penser celle-là, pour penser la citoyenneté, ça a été dit ce matin. Au passage, une des étymologies du terme religieux, c'est religare, qui signifie précisément relier. Donc dans notre culture, la religion a été une ressource fondamentale, peut-être la ressource, en tout cas historiquement la plus ancienne, pour penser le vivre ensemble. Alors, quelques éléments issus de la tradition chrétienne. Je ne vais pas développer le point de vue de la tradition laïque, d'autres que moi le feraient de manière beaucoup plus autorisée, mais je voudrais pointer quelques éléments issus de la tradition chrétienne. Le premier, c'est le christianisme doit toujours être interprété dans le contexte d'une époque et d'une culture et en référence à l'état des savoirs humains. C'est d'ailleurs pour cela, nous a un jour dit Marcel Gauchet, que l'on a créé des écoles. Dans la culture européenne, la raison et les convictions se sont fécondées mutuellement dans une contribution au vivre ensemble. Je vais prendre un exemple, l'engagement très important des chrétiens dans la vie sociale ou éducative, au travers de multiples associations, tient souvent beaucoup plus de convictions héritées de la tradition chrétienne que d'une référence à une citoyenneté un peu abstraite. Troisième idée, le fanatisme. C'est une pathologie de la religion.
Et le fanatisme peut émerger lorsque le fanatisme religieux peut émerger, lorsque le religieux est laissé à lui-même, lorsqu'il est dissocié de la culture ou que la religion est instrumentalisée au service d'un projet politique. Donc, Dieu sait si cette question du fanatisme est devenue une question importante aujourd'hui. Alors, à ce sujet, voilà, je voudrais vous proposer une illustration que je retire d'un livre d'Olivier Roy qui s'intitule « La sainte ignorance, le temps de la religion sans culture ». Donc c'est paru à la collection Point. Voilà. Alors je vais simplement vous lire une référence de ce livre. La crise des religions, visible à travers la poussée fondamentaliste, vient d'une disjonction croissante entre religion et culture. Le religieux demeure, pour ainsi dire, isolé, sorti des cultures traditionnelles où il est né, écarté des nouvelles cultures où il est censé s'intégrer. De cette schizophrénie naissent la plupart des phénomènes religieux déviants qu'on peut observer aujourd'hui. Donc, que retenir de ceci? C'est que dans le monde d'aujourd'hui, penser le rapport entre la religion et la culture, entre les religions et la culture, c'est devenu une question centrale, en particulier pour penser le vivre ensemble et la citoyenneté. Je me suis alors demandé, mais au fond... Oui, alors, avant d'évoquer ceci, vous dire aussi que sur ce rapport entre culture et religion, il n'y a pas que dans le monde chrétien qu'on réfléchit à ça. Donc, dans le monde laïque, certains disent aujourd'hui, et c'est un discours intéressant à entendre, il faudrait peut-être contribuer à l'émergence d'un islam d'Europe, c'est-à-dire d'une religion musulmane inscrite dans le contexte du vivre ensemble et de la culture européenne. Vous entendez par là qu'à l'intérieur même du courant de la laïcité, il y a ceux qui considèrent qu'il faut, à marche forcée, essayer d'enfermer le religieux dans la sphère privée, et d'autres qui disent, mais au fond, on ne va pas en sortir si on ne pense pas le rapport entre la religion, entre les religions, en particulier aujourd'hui la religion musulmane, et la culture européenne. C'est tout autre chose que d'enfermer le religieux dans la sphère privée. Je me suis alors demandé, mais au fond, quelles compétences pourrait-on mobiliser au sein de l'enseignement, au sein de l'école, pour penser ce rapport entre les cultures, entre la culture et la religion, la culture et les religions. Et je me suis dit, tiens, mais au fond, où est-ce que je vais trouver de l'inspiration sur ce sujet? Et croyez-moi, je n'ai pas dû chercher beaucoup pour trouver une référence. Cette référence, c'est le référentiel commun que les différents chefs de culte ont pris l'initiative d'écrire ensemble en 2013. Donc, il y a un référentiel de commun. Ici, moi, j'ai celui pour le cours de religion catholique, mais vous avez des documents développés à la même inspiration pour les autres religions. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce référentiel commun? Évidemment, les références propres pour l'organisation d'un bon cours de religion dans les différentes confessions, mais aussi, les chefs de culte, en 2013, donc, ont rédigé ce référentiel commun en y intégrant 3 grandes compétences transversales: le questionnement philosophique, l'éducation à la citoyenneté et le dialogue interconvictionnel. Alors, cette approche, elle n'a pas été retenue par le gouvernement de l'époque, et elle a été bloquée, il faut dire les choses comme elles se sont passées, par un certain nombre d'organisations laïques au sein du Conseil supérieur des cours philosophiques. Donc l'ensemble des chefs de culte s'étaient accordés sur cette approche, et il y a eu un blocage de la part des organisations laïques. Je me permets de dire aujourd'hui, de manière non polémique, que cette approche n'a pas perdu de sa pertinence, qu'elle sera en tout cas mise en œuvre dans les cours de religion catholique, en particulier dans l'enseignement catholique. Et je voudrais souligner un paradoxe, qui est que notre époque, vous l'avez vu, est tentée de dissocier les références religieuses et la citoyenneté au moment même où il est sans doute le plus nécessaire de repenser le lien entre les références religieuses
et la citoyenneté. C'est la pointe de ce que j'ai essayé de vous dire avec la citation de Olivier Roy. Quelques considérations assez courtes, rassurez-vous, sur l'avenir de la démocratie et de la culture européenne. Vous êtes peut-être en train de vous demander, mais avec quoi vient-il ? Je vais essayer de m'expliquer brièvement. Tout d'abord, je vous demande d'entendre que c'est une vraie question. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour le justifier, simplement vous présenter 2 livres, parmi une multitude de livres sur le sujet. Un livre de Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même. Un livre de Jean-Marie Guéhenno, La fin de la démocratie. Et il y a toute une littérature abondante sur la question. Donc, deuxième point, la démocratie, ce n'est pas seulement un ensemble de règles formelles à respecter, les élections libres, etc. La démocratie refonde aussi sur des fondements qui précèdent la démocratie, des fondements pré-politiques, diront notamment Habermas et Ratzinger dans un entretien commun qu'ils avaient donné dans la revue Esprit il y a déjà un certain nombre d'années. Et ces fondements pré-politiques de la démocratie, c'est précisément l'inscription dans la culture occidentale et dans son histoire d'un dialogue entre la religion, en particulier catholique, et la tradition des Lumières. Alors, il n'y a pas non plus de démocratie sans démocrate. Il importe de souligner l'importance d'un ethos démocratique, de comportement démocratique, d'un ethos qui est démocratique, formé sur le terreau culturel des religions et de divers héritages philosophiques. Pour ceux que ce type de questions intéresse, il y a un excellent livre de M. Willem, Jean-Paul Willem, Europe et religion, les enjeux du XXIe siècle. Donc ce ne sont pas les enjeux du XIXe et du XXe, les enjeux du XXIe siècle. Et dernière idée, un défi pour l'Europe, réinventer l'humanisme. Et là, je vais aller chercher mes références au meilleur lieu. C'est une citation du pape François, lorsqu'il a reçu récemment le prix Charlemagne pour son engagement en faveur de l'Union européenne. Le discours qu'il a tenu a été qualifié d'historique par un grand nombre d'observateurs, y compris dans le monde laïque, et le journal Le Soir avait titré « L'appel à un nouvel humanisme ». Alors je vais lire un extrait de ce discours du pape. « Il faut accepter avec détermination le défi d'actualiser l'idée de l'Europe. Une Europe capable de donner naissance à un nouvel humanisme fondé sur 3 capacités. La capacité d'intégrer, la capacité de dialoguer, la capacité de générer. Les racines de nos peuples, les racines de l'Europe se sont consolidées au cours de son histoire, du fait qu'elle a appris à intégrer dans une synthèse toujours nouvelle les cultures les plus diverses et sans lien apparent entre elles. L'identité européenne est, et a toujours été, une identité dynamique et multiculturelle. Alors, l'ambition de l'enseignement catholique dans tout cela, conjuguer une tradition éducative référée au christianisme avec les exigences contemporaines de la citoyenneté, un travail d'articulation, de réarticulation. Il n'y a pas de contradiction entre ces 2 références, mais au contraire, renforcement de l'une par l'autre au service d'un humanisme pour notre temps. Alors j'en viens à quelque chose de beaucoup plus concret, c'est le 3e point de mon intervention, c'est la manière dont nous allons décliner dans l'enseignement catholique, et je parlerai de l'enseignement fondamental, ce fameux référentiel de compétences d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Alors, Anne Wilmot et Godefroy Cartevels, qui ont piloté la manœuvre pour l'enseignement fondamental, pourraient en parler bien sûr mieux que moi. Je vais résumer le sujet en disant qu'ils ont choisi de travailler dans 4 grands programmes. Le programme d'éveil, le programme de français, le programme de mathématiques et le programme de religion. Pour ceux qui ne sont pas des
grand familier de l'enseignement fondamental, donc le programme d'éveil contient la formation historique et géographique, l'initiation scientifique, l'éducation par la technologie et l'éducation aux médias. Alors, ce travail de déclinaison des compétences dans ces différents programmes a été réalisé. Donc ces documents, ils existent. J'en ai un exemplaire ici. Il y a chaque fois un exemplaire pour chaque cycle de l'enseignement fondamental. Ces documents sont à l'impression et seront évidemment diffusés dès le début du mois de septembre. Alors, l'approche par compétence est déclinée avec un niveau de granularité assez élevé. Donc, les documents précisent cette déclinaison pour les différents cycles du fondamental. Alors, je vais illustrer ça par quelques exemples concrets. Vu l'heure qu'il est, je vais passer le premier et arriver au deuxième. La compétence 2, se connaître soi-même et s'ouvrir à l'autre. Bon. L'exemple que vous pourriez peut-être observer concerne le cycle P3-P4. Il est proposé dans le document d'utiliser un support commun qui est le témoignage d'un enfant sénégalais. Alors, en géographie, le but de l'activité, c'est de dégager des caractéristiques de mode de vie des élèves, de la classe, des gens et d'ici et d'ailleurs. Et en éducation à la philosophie et à la citoyenneté, l'élève est invité à élargir sa perspective en se mettant en empathie avec le témoignage recueilli. Le but de l'activité est de tenir compte de ce que l'autre dit, vit et lui répond. Vous voyez à quel point, dans cet exemple-ci, l'approche par la géographie est un excellent support de base à la réflexion sur la philosophie et la citoyenneté. Alors, l'exemple suivant, ça concerne la compétence se connaître soi-même et s'ouvrir à d'autres cultures. L'exemple ici concerne les 5e et 6e primaires. Il y a des supports communs qui sont proposés, un article du journal Bonjour le Monde, une carte géographique avec différents lieux de culte. Alors, en religion, on a pris un exemple issu du cours de religion, le but de l'activité est de découvrir comment aujourd'hui en Belgique, des enfants de cultures et de convictions différentes partagent leurs spécificités pour vivre ensemble. Et en éducation à la philosophie et à la citoyenneté, le but de l'activité est de dégager des valeurs individuelles et collectives, leur sens et leur rôle respectifs. Notamment, bien sûr, l'articulation de ces valeurs individuelles et collectives dans une société donnée. Vous voyez au passage que ici aussi, on peut mobiliser un certain nombre de références du cours de religion comme des éléments constitutifs à la fois des cultures, de la culture, et aussi d'une réflexion pertinente sur l'éducation à la citoyenneté. Alors, les enseignements de cette petite présentation, ils sont simples. C'est tout d'abord l'évidence, me semble-t-il, d'une complémentarité entre le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et l'approche par les différentes disciplines. Anne Wilmot n'a pas dû se forcer pour trouver des références pertinentes dans les différents programmes. Deuxième enseignement, les disciplines scolaires apportent une base à l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, et l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté enrichit les approches disciplinaires. Alors, je termine tout ceci. Perspective, une histoire en train de s'écrire. Donc nos sociétés sont en transformation permanente. L'enseignement et l'enseignement catholique aussi. Dans cette perspective, un livre sur l'histoire de l'enseignement catholique sera rendu public dans quelques semaines. Donc son titre, ce sera « Des identités en évolution du XIXe au XXIe siècle ». Ce sera une œuvre, ou c'est une œuvre d'historiens de référence, Guy Selderslack l'a dit ce matin, des historiens flamands et francophones. C'est aussi une œuvre d'éducation à la citoyenneté, s'approprier son histoire en l'éclairant par une démarche scientifique et critique. C'est ainsi que la boucle de notre université d'été est en train de se boucler progressivement. Il me reste bien sûr à remercier les orateurs de cette journée pour leurs différentes interventions d'une très grande richesse, remercier Guy Selderslack et son équipe pour l'organisation de la journée. Je voudrais saluer devant vous la présence d'Emmanuel Avren, qui a exercé la fonction de secrétaire général du CEGEC pendant
de nombreuses années. Elle a aidé le CEGEC à être ce qu'il est aujourd'hui pendant une vingtaine d'années. Et à partir de cette année, elle va suivre d'autres chemins. En tout cas, merci Emmanuel pour tout ce que tu as apporté au CEGEC.